Vous êtes sur Public Sénat, bonjour à tous, ravi de vous accompagner pendant 1h30. Installez-vous tranquillement, voici le programme de votre matinale. Comment éloigner nos enfants des écrans? L'ancien Premier ministre Gabriel Attal propose d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'en pense la haut-commissaire à l'enfance? Sarah El Haïry sera avec nous dans une demi-heure. Les Insoumis et Bruno Retailleau ne partiront pas en long week-end de 1er mai ensemble. Le ministre de l'Intérieur est la cible ces dernières heures d'attaques de LFI et d'une partie de la gauche. Il est accusé d'avoir trop tardé à réagir au meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard. On en parle tout à l'heure. Faut-il changer le mode de scrutin aux élections législatives? Vous nous direz ce que vous en pensez, Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. Aujourd'hui, François Bayrou lance une série de consultations pour envisager l'introduction de la proportionnelle. On voit ça dans un instant, mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Quel bilan tiré des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche? Le président américain semble, comme d'habitude, très satisfait de lui-même. Clémentine Louise. Nous sommes ici ce soir au cœur de notre nation pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays, selon beaucoup de gens. Une réussite historique, selon les mots du président américain. C'est devant une foule survoltée que Donald Trump a fait l'éloge de ses 100 premiers jours au pouvoir. Historique sans aucun doute, en 100 jours de mandat, le président américain a signé 139 décrets, dont près de la moitié démantèlent les précédentes décisions de l'administration Biden. L'autre moitié étant consacrée à déconstruire les programmes fédéraux. Nous allons réduire de plus de 1000 milliards de dollars les dépenses inutiles et superflues. Et cela sera fait au cours du prochain exercice budgétaire. Nous allons réaliser quelque chose que vous n'imaginez même pas. Nous allons mettre fin à l'inflation, réduire les prix. Nous avons déjà mis fin à l'inflation, augmenter les salaires et vous offrir la meilleure économie de l'histoire mondiale. Si les premiers chiffres de l'inflation donnent raison à Donald Trump, le président de la Banque centrale des États-Unis alerte sur une inflation durable à venir. En cause, l'offensive douanière de Washington qui a installé un climat d'instabilité dans l'économie mondiale. Alors si Donald Trump triomphe, il se garde bien d'évoquer sa cote de popularité en chute libre. Un sondage IFOP révèle que 56% des Américains ont actuellement honte de leur président. Top départ aujourd'hui des consultations à Matignon autour de la proportionnelle. François Bayrou s'entretient d'abord avec Marine Le Pen et Jordan Bardella sur une possible réforme du mode de scrutin pour les élections législatives. Le Premier ministre recevra Gabriel Attal, président du parti Renaissance, en fin d'après-midi. Gabriel Attal, justement, qui dans une tribune publiée chez nos confrères du Figaro fait une proposition choc: interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On en parlera tout à l'heure. En bref, le Parlement a définitivement adopté hier la proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. Le texte d'origine sénatoriale a été approuvé par 396 voix contre, 68 à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment la création d'un parquet anti-criminalité organisée. Loïc Hervé, bonjour. Bonjour. On va commencer cette interview par un petit jeu. Je sais que vous êtes joueur, je crois savoir que vous êtes joueur. Voici 3 titres de presse régionale que nous allons regarder ensemble. Tout d'abord, la dépêche du midi. Panne géante, la France à l'abri. Autre une, la Provence, les médecins en colère. Et le Dauphiné libéré, les magistrats qui craignent pour leur vie menacée et intimidée. Les juges s'inquiètent. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Allez, je vais faire un choix difficile parce que la question des juges m'intéresse, mais je vais choisir la question des médecins, évidemment, puisque cette question des déserts médicaux dans notre pays, c'est une question qui inquiète énormément les Français dans leur vie quotidienne, qui leur pose beaucoup de difficultés. Et vous avez des territoires entiers, je pense au mien en particulier, où médecins, professions médicales sont vraiment beaucoup trop peu nombreux. Et ne font pas face à la demande et aux besoins des Français. Donc vous n'approuvez pas cette mobilisation des médecins? Donc non, je comprends ce que font les étudiants en médecine, je comprends ce que font les jeunes médecins, je l'entends. Mais de l'autre côté, le rôle du législateur, c'est aussi de trouver des solutions aux difficultés des Français. On vient de voter la loi de narcotrafic. Oui. On avait un problème, on a généré un consensus politique,
gouvernement, parlement, et on a voté une loi. Donc il faut qu'on arrive, y compris avec les médecins, à trouver des solutions concrètes pour changer la réalité des Français. Si on veut sortir le pays des difficultés qu'il connaît, si on écoute ce que les Français nous ont dit pendant la crise des Gilets jaunes, ce que les Français nous disent à chaque fois qu'on fait une élection dans ce pays, il faut répondre à ces questions-là. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions de sécurité, mais la question de l'accès aux soins et à la santé, c'est une question absolument majeure. Donc il faut... Moi, je suis un modéré, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions avec les médecins. Mais cette question-là, elle doit être résolue par les politiques. Sinon, encore une fois, on va procrastiner, c'est-à-dire on va renvoyer à demain la résolution de ces problèmes-là. C'est un problème majeur. Loïc Hervé, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Ça fait maintenant 100 jours, je le disais tout à l'heure, 100 jours que Trump est aux manettes à la Maison-Blanche. Quel bilan vous en tirez ? Moi, le bilan qui m'inquiète le plus, et effectivement, avec le regard d'un membre de la Commission des Affaires étrangères, c'est la déstabilisation du multilatéralisme dans le monde. En fait, le président Trump, en arrivant, a annoncé qu'il allait régler tous les problèmes internationaux en 48 heures, et aucun d'entre eux ne sont aujourd'hui résolus. Et c'est surtout la question de la paix, pour moi, qui est la question primordiale. En Ukraine ? En Ukraine, au Proche-Orient. Au Proche-Orient, évidemment. J'en reviens, donc on pourra en parler si vous le souhaitez. C'est vraiment une question qui est une question absolument majeure. Et puis après, il y a la question du commerce. Et les deux questions sont liées, puisque le commerce, les règles commerciales sont faites aussi pour avoir des relations pacifiques entre les nations. Et la question notamment des tarifs douaniers, qui avortent en fait au bout de quelques jours, puisqu'on est dans une période maintenant de 90 jours, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, etc. Honnêtement, c'est pas... Je ne partage pas l'autosatisfaction du président américain sur son propre bilan. Et je me dis que si ça continue comme ça, les élections de midterm, c'est-à-dire les élections qui vont avoir lieu dans 1 an et demi maintenant, risquent d'être beaucoup plus compliquées. Et la réponse française, elle était à la hauteur de l'agressivité en quelque sorte de Donald Trump et des États-Unis à notre rencontre ? Moi je trouve que la réponse française, et surtout la réponse européenne, elle permet quand même de nous positionner aussi en partenaire et en allié des Américains, parce que nous restons quand même des Occidentaux, mais en partenaire et en allié exigeants, et surtout en capacité de répondre, si davantage il y avait la mise en œuvre de ces tarifs douaniers ou des menaces qui pèsent sur des espaces européens. Je pense notamment au Groenland. Vous savez qu'on a reçu le roi du Danemark ici il y a quelques jours. Donc non, les Européens, et d'ailleurs, dans l'opinion publique, on le sent. S'il fallait une démonstration de la nécessité de l'Union européenne, elle est là. On est le premier marché mondial et on doit se vivre en puissance politique. Loïc Hervé, l'actualité, c'est aussi l'assassinat d'Aboubacar Cissé, ce fidèle musulman dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Une minute de silence a été respectée hier à l'Assemblée nationale. Vous êtes vice-président du Sénat. Est-ce que ce sera aussi le cas ici au Sénat cet après-midi ? Ce matin, je ne peux pas vous le dire parce que c'est une décision qui appartient au président Gérard Larcher. En tous les cas, je comprends et je partage l'émotion des fidèles musulmans de France, et je partage la réaction notamment de Manuel Valls, qui a dit que on ne peut pas perdre la vie dans un lieu de culte quand on va soi-même prier. Grand jury du Sénat, il a dit... absolument, je trouvais que les mots étaient justes. Voilà, c'est grave ce qui s'est passé à la mosquée de la Grand Combe. Voilà, on doit avoir une protection. L'État, le rôle de l'État dans un pays laïque, c'est la protection de la liberté de culte et la pratique du culte. Et je le dis, voilà, encore une fois, je comprends l'émotion des musulmans de France. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques avec LFI, parce que, je veux dire, la volonté d'avoir un rapport de force permanent et de taper notamment sur le ministre de l'Intérieur, qui fait très bien son travail. D'avoir tardé à réagir. Mais enfin, le ministre de l'Intérieur, il a à gérer la sécurité de l'ensemble des Français. Et il le fait bien. Bruno Retailleau travaille très bien. Donc la polémique de l'opposition d'extrême gauche à l'Assemblée nationale, qui passe son temps à taper sur le ministre de l'Intérieur, ça suffit. Donc moi, je soutiens l'action du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement a réagi de manière honorable. Le Parlement, une minute de silence a été observé à l'Assemblée nationale. Je trouve que voilà, on doit se tenir aux côtés de ceux qui sont les victimes dans cette affaire, et notamment des fidèles musulmans. Si je comprends bien, à titre personnel, vous souhaiteriez qu'il y ait cette minute de silence ici au Sénat ? Je ne serais absolument pas choqué, et j'y prendrai part avec respect
évidemment. Juste simplement sur ce climat, alors il y a un débat autour du terme islamophobie. La gauche, grande partie de la gauche utilise ce terme. Bruno Retailleau, vous parlez de Manuel Valls tout à l'heure, refuse d'utiliser ce terme. Comment vous qualifiez-vous ce climat actuel en France ? Qu'il y ait un racisme contre les musulmans en France, c'est une évidence. Qu'on le qualifie d'islamophobie ou pas, c'est un débat de linguistes. Mais il y a un climat... Pour vous, c'est pas important de savoir si c'est islamophobie... Mais enfin, non, par contre, ce qui est très important de savoir, et pour ne pas surréagir, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un fidèle musulman a perdu la vie dans une mosquée en France. Ça, c'est très grave. Après, les mobiles et les motivations de l'auteur, qui a été quand même confondu et arrêté en Italie, il s'est rendu dans un commissariat en Italie, ça c'est l'affaire de la justice et c'est l'affaire de la police. C'est de savoir quels sont ces mobiles. Est-ce que c'est une affaire psychiatrique? Est-ce que c'est une affaire politique? Est-ce que c'est un règlement de compte? Moi, j'en sais rien, si vous voulez. Donc, je trouve que avant de lancer des polémiques inutiles, on devrait surtout être du côté de la dignité politique. Et la question de la dignité politique, c'est de regarder comment, en France, quand on est chrétien, quand on est musulman, quand on est juif, on puisse aller dans son lieu de culte et le pratiquer sans avoir la crainte de perdre la vie. Loïc Hervé, je voulais vous faire réagir à cette proposition de Gérald Darmanin qui veut faire payer les détenus aux frais d'incarcération. Le ministre de la Justice est revenu sur sa proposition hier à l'Assemblée nationale. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Il ne s'agit pas de faire payer à l'ensemble des détenus le coût, évidemment, du service public pénitentiaire, mais comme vous l'avez dit, de contribuer. À l'époque, c'était 45 € qui étaient prélevés chaque mois. Avouez que c'est une forme symbolique de participation, mais je crois compréhensible pour nos concitoyens. Bonne idée ? Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Je ne sais pas si ça réglera le problème des finances publiques dans notre pays, et notamment des finances publiques du ministère de la Justice et des prisons en particulier. J'étais avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à Bonneville, dans mon département, il y a quelques semaines, et nous avons visité, c'est la maison d'arrêt de cette commune. Et c'était très intéressant de voir qu'il y avait un atelier dans lequel les détenus travaillent. Et ça, c'est très important. Il faut que les détenus en France travaillent et il faut leur permettre de travailler. Et quand on regardait les niveaux de revenus dégagés, parfois jusqu'à 2 000 €, moi je trouve ça très bien. Et je ne suis pas choqué qu'il y ait une participation qui soit demandée aux prisonniers, surtout s'ils travaillent pour les frais d'incarcération. Les sommes évoquées par le garde des Sceaux sont... 5 € par jour, quelque chose comme ça. Ouais. 5 € par jour, 45 €, 5 € par jour, c'est 25 € par mois, enfin bref. Mais peu importe. En tout cas... En sachant qu'un tiers des détenus vivent avec moins de 20 € par mois, selon le alors, justement, la question centrale, c'est pas tellement le loyer, c'est la question du travail en prison. Et moi, je suis pour qu'on développe le travail en prison. Je trouve que la prison doit être un lieu de réinsertion sociale. Et je crois beaucoup au travail pour retrouver de la dignité et permettre aux détenus de préparer leur réinsertion dans la société. C'est ça l'objectif. Loïc Hervé, l'actualité, c'est aussi la mort du pape François. C'était il y a 10 jours. Vous êtes secrétaire du groupe d'amitié France-Saint-Siège. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Quelle église François laisse-t-il derrière lui ? Alors, on est encore dans l'émotion de la mort du pape, donc on n'a encore pas tout à fait le recul qui nous permet de le dire. Ce qui est certain, c'est que par la manière dont il a assumé son pontificat, la manière la plus simple, le fait de se tourner vers ce qu'il appelait lui-même les périphéries, vers les pauvres, c'est une manière de rappeler ce qu'est finalement, au fond, le message de l'Évangile. Et en fait, c'est normal que le pape soit au service de ça. Et cette manière pastorale, c'est la manière dont il a incarné son pontificat, fait que finalement, quand il part, on se rend compte de la dimension de la personnalité. Voilà. Après, l'Église, il est le souverain d'une Église mondiale, universelle. Et donc, souvent, les messages qu'il donne, il les adresse à des milliards d'humains, alors les catholiques, les chrétiens, mais les habitants de cette terre de manière quasi universelle. C'est un leader d'opinion, le pape. Et je pense qu'il a fait bouger un certain nombre de choses. Notamment, regardez l'encyclique Laudato Si, qui est une encyclique consacrée à l'environnement. Et c'est une évolution tout à fait significative
qui a été faite au Vatican et dont on peut lui rendre grâce. Les cardinaux ont fixé au 7 mai la date du début du conclave qui élira le successeur. Quels défis attendent le prochain pape selon vous? Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas la question des abus sexuels? De toute façon, c'est une question qu'on ne peut plus mettre sous le tapis. Et le pape François a été de ceux qui ont regardé ce problème en face. C'est une question extrêmement grave. D'ailleurs, en France, on a eu un certain nombre d'initiatives prises par l'Église catholique pour notamment regarder cette question. Et donc ce sera le défi, un des défis principaux du prochain pape. En Europe occidentale, c'est un des défis du prochain pontife, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous savez, la réalité du christianisme dans le monde est différente d'un continent à l'autre. On peut penser aux Philippines, on peut penser à l'Amérique latine, on peut penser à l'Afrique. Et donc, cette question de garder l'unité de l'Église dans le monde, qui est la force en fait de l'Église catholique, au-delà de son nombre, c'est un enjeu absolument majeur. Et nous, on regarde ça en tant que Français, d'une vieille nation chrétienne, très sécularisée, avec des exigences qui ne sont pas tout à fait les attentes des catholiques du monde. Justement, très rapidement, vous parliez de la France, est-ce qu'il fallait mettre les drapeaux en berne samedi pour les obsèques précisément du pape François? Parce que ce n'est pas contraire à la laïcité, finalement. On a beaucoup entendu ça, notamment à gauche. Regardez, on a mis les drapeaux en berne pour la reine d'Angleterre, qui est chef d'une église, et qui est un souverain sans pouvoir politique. C'était normal. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, a eu un rôle historique majeur. Le pape François, qui est venu plusieurs fois en France, qui est venu à Ajaccio, c'est son dernier voyage international, qui est venu à Marseille, qui est venu à Strasbourg. Il a eu, avec notre pays, comme chef d'État, et dans la relation qu'il a pu avoir avec un certain nombre de responsables politiques, une relation avec ce pays. C'est un hommage au chef d'État. Et il y a une émotion dans le pays. Et il y a une émotion dans le pays qui est réelle. Donc c'est un hommage qu'on rend à un chef d'État, et je le redis, à quelqu'un qui a un message qui dépasse l'Église catholique. Donc moi, je ne suis pas choqué du tout. Et je trouve que voilà, on pourrait passer du temps à utiliser ce temps sur les polémiques, à faire bien d'autres choses. Le gouvernement était bien représenté. On va parler justement d'autres choses. François Bayrou entame aujourd'hui un cycle de consultation sur une éventuelle réforme du mode du scrutin pour les élections législatives. C'est l'heure de faire entrer Stéphane Duguet sur ce plateau. Salut Stéphane. Bonjour Steve, bonjour Loïc. Le Premier ministre lance ses consultations sur le scrutin proportionnel aujourd'hui. Il reçoit donc ce matin Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon pour parler d'un chantier qui lui tient particulièrement à cœur. Oui Steve, le chef du gouvernement défend le scrutin proportionnel depuis de nombreuses années. Il en avait d'ailleurs reparlé lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale au mois de janvier. Le Premier ministre disait vouloir consulter chaque parti et il tenait à une modalité, que cette proportionnelle soit enracinée dans les territoires. François Bayrou passe donc aux travaux pratiques, mais le plus dur reste à faire. Oui, parce que déjà, il faut tenter de lever les réticences. Plusieurs partis sont opposés à un scrutin proportionnel aux législatives. Le premier d'entre eux, c'est les Républicains, très attachés au système majoritaire mis en place par le général de Gaulle. Une position suivie par Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et plus étrangement, par Renaissance, le parti fondé par Emmanuel Macron, s'est prononcé hier contre la proportionnelle, alors que c'était pourtant une promesse à répéter du candidat du président de la République lorsqu'il était candidat et lorsqu'il était président. Alors, il y a quand même un problème, c'est que tous ceux qui sont favorables ne sont pas d'accord sur les modalités, c'est ça? Exactement, c'est Steve, c'est ce qui est le plus dur, définir les modalités. Les partis qui sont favorables au scrutin proportionnel ont chacun leur vision de ce scrutin. Écoutez la proposition de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle a dit hier à l'Assemblée nationale. J'allais dire les deux critères qui doivent être retenus pour décider de ce mode de scrutin. C'est qu'il soit fondé sur la proportionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des Français puissent, par l'intermédiaire de ce mode de scrutin, se sentir représentés au sein de l'Assemblée nationale. Et il y a un deuxième critère qui s'est imposé, qui est que ce mode de scrutin permette l'émergence d'une majorité absolue. Ce que propose Marine Le Pen, c'est proche de ce qui se fait pour les élections municipales. Une élection proportionnelle à un tour. Le parti qui est arrivé en tête a une prime majoritaire
une prime majoritaire, il gagne 50% des sièges et le reste est distribué selon les pourcentages de voix obtenus. La France insoumise est opposée à ces modalités-là. Ce ne serait pas vraiment proportionnel, a dit Manuel Bompard sur ce plateau. LFI plaide plutôt pour une proportionnelle avec une liste nationale, mais représentative des territoires. D'autres, comme l'UDI par exemple, préfèrent un scrutin proportionnel départemental. Les écologistes pour une proportionnelle régionale. Autant de modalités différentes qui font dire à Roger Karoutchi que les consultations seront un échec. Chacun y va de son couplet. Ah bah oui, on peut faire une proportionnelle départementale, on peut le faire dans les départements au-delà de 10 sièges, on peut le faire peut-être par région. Enfin, bon, on a ouvert, soyons francs, la foire à la farfouille. Chacun va y aller de son idée, de son thème. Est-ce que ça va changer grand-chose? Est-ce qu'on est capable, d'ici l'été, d'arriver à un accord? Ça m'étonnerait beaucoup. Une des solutions, ça pourrait être aussi de mettre en place une dose de proportionnelle, comme c'est le cas au Sénat, pas partout, en fonction de la taille des circonscriptions, ce qui donnerait un scrutin mixte. Je me tourne vers vous, Loïc Hervé, vous appartenez à la famille centriste. Est-ce que vous êtes favorable au scrutin proportionnel? J'ai jamais été un grand fan de la proportionnelle en soi. On a une expérience en 1986, puisque Jacques Chirac sa majorité a été élue avec une modification voulue par François Mitterrand avec une proportionnelle départementale. En soi, je ne suis pas un grand fan de ce mode de scrutin. Si elle devait arriver, il faut une proportionnelle qui soit la plus départementale possible. Pour vos téléspectateurs, le premier objectif, c'est de mieux représenter les Français au Parlement. Et de représenter plus de sensibilité politique. D'ailleurs, est-ce que par rapport à la situation actuelle de l'Assemblée nationale, il y aurait vraiment une grosse modification? Ça dépend précisément de la proportionnelle qu'on choisit. Donc soit une proportionnelle départementale, soit une proportionnelle inspirée du Sénat, c'est-à-dire dans des départements très urbains, où la figure du député n'est pas aussi proche que dans un département à caractère rural ou semi-urbain comme le mien, où les gens aiment bien savoir qui est leur propre député. Ça c'est l'élément le plus important. Donc, ne pas perdre le lien au territoire. On l'a vu avec le quinquennat, on l'a vu avec un certain nombre de modifications qu'on a voulu faire. Il y a des conséquences. Le non-cumul des mandats, par exemple, il y a des conséquences qu'on n'imaginait pas. Donc, décorréler le député d'une circonscription territoriale, c'est courir le risque d'avoir un écart encore plus important entre le citoyen et son parlementaire. Je dis d'autant plus que moi, je suis très attaché au rapport que j'ai avec les élus locaux de mon territoire, mais pas seulement, avec le monde économique et avec les citoyens. Et un parlementaire, c'est ça. Il doit vivre dans un territoire le plus possible la même vie que ses concitoyens pour mieux les représenter au Parlement. Même s'il n'y a pas de mandat impératif, mais c'est important de vivre la même réalité que nos compatriotes. Qu'on comprenne bien, une telle réforme est-elle possible avant la fin de la session parlementaire? C'est ce que dit Sophie Primas, qui dit une telle réforme, une réforme du mode de scrutin serait envisageable avant la fin de la session parlementaire. Quand je vois la réaction de Roger Karoutchi, non seulement il dit que c'est pas possible, mais visiblement il n'en a pas envie. Donc tu dis que c'est mort. Donc, non, je dis pas que c'est mort. Je dis pas que c'est mort. Regardez la loi de narcotrafic, on a réussi à la voter très largement. Donc ce qu'il faut, et c'est le rôle. On voit qu'il y a des intérêts politiques. C'est clairement le rôle de François Bayrou de regarder de quelle manière il peut, lui, parce que lui, il y est vraiment attaché, depuis toujours. Et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est vrai. Comment lui peut proposer un compromis qui permette de proposer qu'on modifie le mode de scrutin des députés dans le pays. Attention, hein, les législatives, entre guillemets, elles nous pendent au nez. C'est-à-dire qu'on va revenir dans la période dans laquelle une nouvelle dissolution est possible. Vous la craignez? Vous craignez une nouvelle dissolution? Elle est possible, institutionnellement. Et étant donné qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on parle du mode de scrutin des députés, on imagine bien que c'est quelque chose qui peut intervenir avant 4 ans et demi. Enfin, je veux dire, avant le terme du mandat actuel. Ouais. Et puis il y aura une présidentielle en 2027. Donc il y aura, s'il y a une présidentielle, il y aura des législatives. Et il y aura des législatives sur le mode de scrutin. Attention, c'est pas forcément le moment de se lancer là-dedans. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que ce mode de scrutin, on doit l'avoir en tête et on doit se dire qu'il peut être utilisé rapidement. C'est un élément de plus.
Donc, je fais confiance au Premier ministre pour regarder comment il peut proposer ça. Ma foi, si c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'un scrutin majoritaire, un scrutin proportionnel mixte, un peu comme il y a au Sénat, peut être une voie d'atterrissage selon vous? Oui, c'est une solution qui est intéressante, notamment en ville, précisément parce que les députés ne sont pas aussi proches des citoyens qu'ils le sont dans les territoires ruraux, et que c'est tout à fait imaginable dans les gros départements urbains, Paris, l'Île-de-France, le Nord, où évidemment on pourrait avoir quelque chose qui soit une dose de proportionnel. C'est pas un scrutin proportionnel. Et ça, c'est le cas au Sénat. Moi, je suis élu à la proportionnelle, par exemple. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve tout à l'heure, c'est ça? Oui, pour On parle parler de quoi des critiques virulentes de la gauche contre Bruno Retailleau après la mort d'Aboubacar Cissé à la Grand-Combe. Super. Vendredi dernier. À tout à l'heure Stéphane, merci beaucoup. On va voir le Hervé ce qui se passe du côté de chez vous. On va retrouver Sébastien Germain, journaliste à 8 Mont-Blanc. Sébastien, vous vouliez interroger le sénateur sur les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en 2030 dans les Alpes françaises. Bonjour à tout le monde. Oui, monsieur Loïc Hervé, ici en Haute-Savoie, on sait quel a été votre combat pour vous opposer à la construction d'un vélodrome à La Roche-sur-Foron, prévu pour les mondiaux de cyclisme 2027. Quel a été votre positionnement? Quel est votre positionnement par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 prévus dans les Alpes françaises et notamment chez nous en Haute-Savoie? Bonjour Sébastien. Alors, question directe, réponse directe. Moi, je suis favorable à l'organisation des Jeux Olympiques de 2030. Précisément parce que, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans la région sud, on réutilise l'essentiel des infrastructures sportives qui sont l'héritage des Jeux Olympiques précédents. Alors sans remonter à Grenoble, mais sans doute des infrastructures sportives qui remontent aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et je trouve que c'est l'ensemble du massif alpin, de Nice jusqu'à la Haute-Savoie, vraiment tout le massif alpin qui a été candidat et qui a été retenu pour organiser ces Jeux Olympiques. Par contre, il y a une question d'acceptabilité de ces Jeux Olympiques. Et pour qu'il y ait une question d'acceptabilité, il faut associer la population à ce défi. Et ceux qui peuvent associer la population à ce défi, c'est d'abord les élus locaux et c'est ensuite les parlementaires. Les parlementaires qui soutiennent, et c'est mon cas, les Jeux Olympiques ont un rôle à jouer pour permettre que le débat démocratique nécessaire, qui est celui de l'acceptabilité de ces Jeux Olympiques dans nos territoires de montagne, soit porté politiquement. Donc je l'ai dit à la ministre, je l'ai dit à Michel Barnier, je le dirai clairement à Edgar Gros-Piron, les parlementaires qui soutiennent doivent être associés beaucoup plus qu'ils ne le sont à la question de l'organisation des Jeux Olympiques de 2030, mais mon soutien est sans équivoque. Merci beaucoup Sébastien Germain, merci d'avoir été avec nous ce matin. Loïc Hervé, pour terminer, je voulais vous faire réagir à cette vraie-fausse candidature de l'animateur Cyril Hanouna pour l'élection présidentielle de 2027. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles, ne riez pas, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles le donnait candidat. Il a finalement démenti hier, évoquant une blague. C'est devenu ça, la politique, c'est une mauvaise série télé. Quel abaissement de ce qu'est la fonction présidentielle, fondamentalement. On parle d'élire le président de la République d'une puissance nucléaire et d'une grande puissance dans le monde. On parle de quelqu'un qui sera demain en capacité de résoudre les problèmes nationaux et internationaux, de discuter avec le président américain, avec Vladimir Poutine, le cas échéant. C'est ça dont on parle. Et on va aller choisir quoi ? Un animateur de télévision qui est en très grande partie d'ailleurs responsable de l'effondrement moral du débat politique dans notre pays. Moi, alors, sans être nostalgique d'une période qui n'existe plus, mais ils sont où les grands débats politiques ? Ils sont où les personnes qui, à gauche comme à droite ou au centre, sont des personnes qui représentent dignement des idées ? Il ne représente rien, selon vous, Cyril Hanouna ? Mais il représente l'invective. Des millions de Français le regardent au quotidien. Mais c'est un animateur. Laissons-le là où il doit. Laissons-le faire son métier. Voilà. On n'a pas besoin d'un Trump à la française qu'on irait chercher sur un plateau de télé comme un animateur. Il a expliqué dans cette vraie faute, parce qu'il est à l'origine de cette vraie fausse candidature. Il va me le dire. Ouais. Il n'est pas complètement étranger à l'idée. Bon, voilà, laissons-le dans son rôle. Moi, je ne le regarde pas, donc les Français ont le droit. Ceux qui veulent le regarder ont le droit de le regarder. Moi, je trouve que inviter des hommes et des femmes politiques sur un plateau pour les faire huer par un public, c'est d'une certaine manière, et ça, c'est un combat qui est très personnel.
C'est d'une certaine manière créer de la violence. Vous voulez dire qu'il Et c'est pas bien, c'est pas les jeux du cirque. La politique, c'est pas les jeux du cirque. Les problèmes auxquels le pays est confronté sont suffisamment graves pour qu'on les aborde avec dignité, avec des différences d'approche, avec du débat, mais pas avec de la violence. Vous voulez dire que la politique doit être réservée aux politiques. Est-ce que ça pose pas aussi un problème? Par exemple, on parle de candidats hors système, avec notamment quelqu'un comme Michel-Édouard Leclerc qui pourrait éventuellement se présenter. Pour vous, toutes ces personnalités ne doivent pas pouvoir concourir à une élection comme l'élection présidentielle de 2027? Tout le monde peut se présenter. Si M. Hanouna recueillait 500 signatures et qu'il était vraiment candidat, il peut se présenter. Évidemment, c'était une blague. Oui. Donc, il n'y a pas pensé sérieusement. Bon. Et deuxièmement, chacun doit le faire avec dignité. Pas faire le moraliste, mais enfin quand même. C'est une manière de faire croire que c'est pas important la présidentielle. C'est très important la présidentielle. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un président de la République en 2027 qui soit très digne dans sa fonction. Et donc moi je suis désolé, M. Hanouna ne remplit pas ces critères de dignité. Merci. Peut-être un peu exigeant, mais il faut. Mais merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre interview est à retrouver en podcast. Dans 20 minutes, dans le club, on reviendra sur le bras de fer entre Bruno Retailleau et la gauche, une grande partie de la gauche à la suite du meurtre tragique d'un fidèle musulman. Merci Loïc Hervé, vous laissez votre place à notre invité politique, c'est Sarah El Haïry. Merci beaucoup. Très bien.